Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est avec nos 4 débatteurs jusqu'à midi autour de la table. Je les salue. Gilles Gansman qui est resté avec nous. On va parler bien évidemment de la déflagration attendue concernant le procès des assistants parlementaires au Rassemblement national. Je vous rappelle donc la présidente est en train de lire et a commencé à lire le jugement, mais il y en a pour au moins 2 heures avant de connaître le sort qui sera réservé à la plus de vingtaine de prévenus, dont Marine Le Pen ou Louis Alliot. Nous avons également Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour, en pleine forme, c'est parti pour cette semaine bien chargée. Je rappelle, journaliste politique, vous avez votre chaîne YouTube Les Indécis, et tous les vendredis sur Sud Radio, on vous retrouve dans La Vérité en face avec Patrick Roger, et vous êtes face à Éric Tegner. Noémie Alloy, bonjour Noémie. Bonjour. Journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps, et puis également avec nous Alexis Bachelet. Bonjour Alexis, maire adjoint à Colombes. Alors, la vie politique française retient son souffle, parce que c'est une décision qu'on aime ou pas, mais qui est une décision qui est très attendue pour la suite. Donc la décision du tribunal de Paris concernant donc l'affaire des assistants parlementaires, avec 24 autres personnes autour de Marine Le Pen qui vont connaître leur sort judiciaire aujourd'hui. Et toute la question est de savoir si Marine Le Pen pourra ou non se présenter à l'élection présidentielle. Donc la vie politique retient son souffle. On va y revenir avec vous dans un instant. On va parler également de ce sondage qui est paru hier chez nos confrères du Parisien, l'insécurité et les maires des communes françaises aujourd'hui qui se sentent abandonnés par l'État. Ces maires qui sont un peu découragés. Est-ce qu'on peut effectivement mettre du régalien plus qu'on ne le fait aujourd'hui? On verra ça pour les soulager. Et puis, faut-il mettre fin au logement social à vie? Vous le savez, il y a une proposition de loi qui est débattue aujourd'hui à la veille justement de la fin des expulsions locatives. Est-ce que les logements sociaux doivent être réservés aux personnes jusqu'à la fin de leur jour, quelle que soit leur situation? C'est un sujet aujourd'hui qui fait débat. Alors, je regarde là en ce moment même ce qui est en train de se passer. Donc la présidente au tribunal de Paris a eu cette petite phrase, Bénédicte de Pertuis, qu'on présente comme quelqu'un de très solide sur le plan judiciaire. J'ai lu son portrait hier, et qui dit: on a bien compris, dit-elle au début de l'ouverture de l'audience, on a bien compris que l'enjeu dépassait cette seule salle d'audience, mais le tribunal va procéder comme d'habitude, a-t-elle dit, à une salle bondée de journalistes, évidemment, d'observateurs. Ça annonce la couleur. Eh bien, évidemment, elle n'est pas hermétique à ce qui se passe à l'extérieur de la salle d'audience. Faisons nos coups de cœur et nos coups de gueule, Noémie. Un coup de gueule sur les menaces qui sont faites à l'encontre de Serge Klarsfeld. Voilà, tout à fait, c'est un coup de gueule. L'historien Serge Klarsfeld, que vous connaissez sans doute, est aujourd'hui menacé. C'est son fils qui nous l'apprend sur son compte Twitter, et notamment depuis qu'il a pris ses positions sur le fameux Rassemblement national, depuis qu'il a affirmé que selon lui, le Rassemblement national n'était pas le Front national, que ce n'était pas, je cite, un parti, ou plus en tout cas, d'extrême droite, et que le danger principal aujourd'hui pour les Juifs comme pour la France n'était plus le Rassemblement national, mais la France insoumise. Il l'a dit notamment dans une enquête que j'ai publiée il y a quelques semaines dans le Figaro Magazine. Il faut comprendre qu'il lui a fallu un immense courage pour tenir ses propos. Ça lui a beaucoup coûté. Il les a tenus il y a déjà quelques années pour la première fois. Ça lui a beaucoup coûté du point de vue de la respectabilité sociale. Ça l'a littéralement marginalisé. Après, je le rappelle, avoir passé sa vie au service de l'histoire et de la mémoire. On a remis en cause sa sincérité, son engagement. Pour rappel, Serge Klarsfeld, il est surnommé le chasseur de nazis. Il a cherché, retrouvé d'anciens nazis. Il a milité contre leur impunité. Il a retrouvé l'identité de centaines de victimes qui ont été envoyées à la mort. Il a traversé l'histoire du XXe siècle. Et aujourd'hui, il considère que le danger pour la France, encore une fois, c'est l'islamisme et ses complices. Peut-être une dernière chose, parce que quand je l'ai interviewé il y a quelques semaines, il m'a dit quelque chose qui me paraît très important pour mettre en relief ses propos, c'est que lui, il ne vote pas Rassemblement national parce qu'il est profondément européiste. Donc ce n'est pas l'avis d'un partisan, c'est l'avis vraiment d'un observateur avisé de la vie politique qui considère qu'il y a des changements et qu'il faut les voir tels qu'ils sont. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il ne parle pas en tant que lui, grand militant du RN, il n'a jamais voté RN et il n'espère ne jamais avoir à le faire. Il le dit encore une fois en tant qu'observateur parce qu'il considère qu'il faut savoir nommer les menaces pour pouvoir les combattre. Alors, information urgente, Marine Le Pen et 8 autres eurodéputés viennent d'être reconnus coupables de détournement de fonds publics. Les peines vont être détaillées individuellement.
mais ne sont pas encore connus. Voilà, je vous le livre tel quel parce que les informations tombent à l'instant. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, Noémie, c'est qu'aujourd'hui, la seule réponse que l'on a quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est des menaces de mort. Voilà, c'est dès qu'on est sur un terrain de prise de position, de débat, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça se résume et ça se traduit immédiatement sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Les réseaux sociaux sont une place publique aujourd'hui, reconnue comme telle aussi par les tribunaux. On menace de mort. Je trouve ça effrayant. Vous avez tout à fait raison, mais il faut quand même préciser que vous êtes surtout menacé de mort dans un camp. C'est quand vous dénoncez l'islamisme aujourd'hui que vous êtes menacé de mort. Moi, je suis frappée de voir le nombre de gens qui se retrouvent sous protection policière. Oui, mais regardez le nombre de gens aujourd'hui qui sont sous protection policière. Vous en avez sûrement autour de vous. J'en ai aussi un certain nombre quand je vais dans certains médias. Je vois qui est sous protection policière. Ce sont systématiquement des gens qui dénoncent l'islamisme et ses dangers. Donc, quand vous dénoncez ce que vous appelez l'extrême droite, effectivement, si vous allez sur Twitter est la poubelle du monde, vous vous faites insulter dans tous les sens. Mais à quel moment votre vie est en danger? C'est quand vous dénoncez l'islamisme, malheureusement. Alors, je vais être malheureusement obligée de vous contredire, mais par exemple, la présidente du tribunal de Paris qui rend son jugement aujourd'hui expliquait qu'elle est menacée de mort depuis elle et ses collègues, depuis l'annonce effectivement du réquisitoire du parquet national financier. Donc, tout est question aujourd'hui, dès que ça ne vous convient pas, vous dites, en gros, on va t'éliminer. Voilà, oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire il s'agit de dire qu'il y a des menaces qui sont plus graves que d'autres, et encore une fois, que regardez autour de vous et le nombre, la proportion de gens qui sont aujourd'hui menacés de mort, c'est beaucoup plus des gens qui dénoncent l'islamisme. Mais vous avez raison, les menaces malheureusement arrivent de toutes parts et notamment sur les réseaux sociaux qui est encore une fois la poubelle du monde. Absolument. Merci beaucoup Noémie. On va s'arrêter un court instant. Je rappelle donc cette dernière information, à faire un point sur l'info et on va revenir avec vous, les 4 débatteurs. Donc à l'instant, Marine Le Pen et 8 eurodéputés qui sont donc reconnus coupables de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires. Pour l'instant, ce sont des reconnaissances de culpabilité, mais les peines seront détaillées ultérieurement tout au long de la matinée. Un petit peu plus tard, ne sont pas encore connues individuellement. C'est le suspense de la vie politique. On se retrouve juste après pour en parler, en débattre avec vous 4. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et en compagnie d'Alexis Bachelet, adjoint au maire à Colombes, Noémie Alioua, journaliste essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps, Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis, débat tous les vendredis dans La Vérité en face avec Patrick Roger, c'est sur Sud Radio, et puis Gilles Gansman, journaliste média à Sud Radio. Il bouge trop de temps en temps. Non, mais non. Mais c'est pas grave, je reste. Mais non. Donc voilà, j'ai noté pour le courses, tiercé. Bah oui, parce que je vous conseille. au loto, j'ai pas eu de chance. Vous avez vu, les 250 millions, les 240 millions sont partis en Autriche. Mais bon. Ah, en Autriche, je savais pas ça. Oui, le gagnant est autrichien. Il y a eu un petit micmac en disant qu'il n'y avait pas de gagnant au loto, et puis finalement, d'accord. C'est parti en Autriche. Allez, dans un instant, on va revenir sur le verdict qui est en train d'être donné au tribunal correctionnel de Paris pour le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. On rappelle donc que Marine Le Pen et 8 eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. On ne connaît pas encore les peines. Les 12 assistants jugés à leur côté, eux aussi, sont déclarés coupables de recel. C'est ce que vient de déclarer la présidente du tribunal. Le tribunal qui estime que le préjudice total était de 2 900 000 euros en faisant prendre en charge, je cite, par le Parlement européen, des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite. Donc, on sent arriver les condamnations. On est d'accord. On va y revenir dans un instant. On est d'accord que si Marine Le Pen est inéligible, le maire de Perpignan devrait aussi être inéligible. Alors le maire de, il y a aussi des. Est-ce qu'il y aura une, s'il y a des demandes et ça le concerne aussi. Ça le concerne aussi. Ça peut pas être qu'une seule personne. Il va être inéligible aussi. Voilà. Et tous les assistants parlementaires, ex-assistants parlementaires, certains qui sont aujourd'hui députés. Oui, aussi. Oui. RN. Aussi. Et tout à on fait. n'en parle pas beaucoup. Je rappelle, il y a Louis Alliot, il y a Jean-François Jalc qui était eurodéputé, Nicolas B, l'ancien numéro 2 du parti, Bruno Gollmisch également, mis en cause également dans les 12 personnes présentées comme assistants parlementaires, Thierry Légier, Catherine Griset, et ainsi que plusieurs députés RN, vous l'avez dit, Timothée Houssin, Julien Audoul et Yann Le Pen. Voilà.
qui font partie, et 4 collaborateurs du parti, dont Valéran de Saint-Just, pour les noms, on va dire, que le grand public connaît. Allez, on va détailler tout ça dans un instant avec vous, mais on continue les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, un coup de gueule, Alex, parce que moi aussi j'ai vu ça ce matin. C'est un double coup de gueule. Sidérant. C'est sur la ville de Saint-Ouen et l'école qui va peut-être fermer dans quelques jours sur vote des parents. Alors d'abord, j'explique l'histoire. C'est en fait l'école qui est imbriquée à un HLM à Saint-Ouen et qui donc subit le trafic de drogue au quotidien. 24 heures sur 24. Voilà, qui se tient dans ce HLM. Les élèves ont retrouvé même des sachets de drogue dans la cour de récréation. Un élève de grande section de maternelle qui en a ramassé un et qui l'a amené à sa maîtresse. Bref, en fait, c'est hallucinant d'abord que ça puisse se passer aujourd'hui dans notre pays, que on laisse. Alors, on en parle souvent. Vous avez même sur la porte, il me semble, si j'ai bien compris, de l'école, une indication qui permet de savoir où est-ce que. Oui, c'est un point de deal. Voilà, 24 sur 24, et il y a une flèche où on vous dit que c'est à droite et que vous pouvez y aller sur la porte même de l'école. Je trouve ça hallucinant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on demande, c'est bien, hein, mais qu'on demande l'avis aux parents de savoir s'il faut fermer l'école ou pas. Alors la déplacer. La déplacer, ouais, même la déplacer. On va la fermer, ça, c'est évident. On va la fermer, mais même la déplacer. On mais demande l'avis aux parents. Qu'on tranche, en fait. L'homme politique est aussi là pour ça. Enfin, pour trancher. Vous, c'est ça? Moi, j'aurais préféré qu'on enlève le point de deal. Non, mais qu'on enlève le point de deal. Mais franchement, ça prend du temps. Mais qu'on tranche, Gilles, mais ça prend du temps. Mais non, qu'on enlève le point de deal. Parce que là, vous vous rendez compte, c'est des dealers qui ont raison. C'est-à-dire que moi, je fais un point de deal, et puis c'est l'école qui s'en va, c'est la République qui s'en va. Donc, soit c'est la République qui gagne, et il n'y a plus de point de deal. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas simple, mais ça aurait dû être ça, la décision du maire de Saint-Ouen. Mais vous savez que pour enlever un point de deal, je vais pas vous apprendre quand même que c'est compliqué d'enlever un point de deal, que ça nécessite des opérations de police, des opérations de justice, et donc ça prend du temps. Et par conséquent, moi, pendant qu'on prend ce temps-là, j'aurais préféré qu'un homme politique dise on arrête l'école, on la ferme, ou on la déplace comme ils vont le faire. Ils attendent de demander aux parents mercredi soir, lors d'une réunion, leur avis et de faire un vote à main levée. Enfin, c'est complètement lunaire. Peut-être qu'il y a des raisons, à cette demande-là, sans doute pour des questions d'organisation aussi, parce que je sais pas, je connais mal l'endroit. On a notre journaliste qui est parti sur place qui va nous raconter, évidemment, mais vous qui êtes adjoint au maire à Colombes, Alexis, est-ce qu'on déplace comme ça facilement une école? On demande l'avis des parents avant? Il y a une concertation. Enfin, est-ce que vous pouvez pas lutter contre les points de deal? Et les points de deal, c'est il y a trois questions en une en fait. Oui. Et comment ça va, pour commencer? ça va pas mal. Ça va pas mal, mais en fait, il y a une institution qui s'appelle le Conseil d'école, au sein duquel siègent de manière paritaire les enseignants et les représentants des parents d'élèves. Et la mairie. Et la mairie, moi je suis dans 2 conseils d'école, et j'y étais vendredi soir. Donc j'ai passé 2 heures en conseil d'école, donc je vois très bien comment ça fonctionne. Et c'est la seule institution, entre guillemets, légitime. Elle peut être saisie sur des choses compliquées, hein, parce que ça concerne vraiment la vie de l'école, ce qui s'y passe à l'intérieur. Bon, là, c'est a priori le quartier, mais donc je ne sais pas si c'est le conseil d'école qui a voté. Ça peut voter. Un conseil d'école, ça peut voter. Hein. Ça peut décider, prendre des décisions. C'est fait pour ça, en fait. Parce que, bon, effectivement, on peut se dire c'est au maire de prendre la décision de manière unilatérale. Mais en même temps, on est dans des contextes aujourd'hui où les gens sont quand même extrêmement sensibles à toutes les décisions publiques qui les concernent, et vous pouvez être sûr que le jour où vous décidez de prendre une décision unilatérale, parce que vous êtes sûr que c'est à vous de décider, que vous allez vous prendre des pétitions, et les gens vont dire mais pourquoi on n'a pas été consulté, etc. Donc voilà, je veux dire, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Dans la pratique, c'est plus difficile à faire de prendre des décisions comme ça paraît évident, mais en fait non, dans la réalité, même sur des sujets comme ça. Après, effectivement, je crois que Saint-Ouen est assez identifié comme une ville qui est sujette à énormément de problèmes de trafic de drogue, mais c'est vrai que le signal est, en termes d'image, c'est vraiment catastrophique, quoi. Apparemment, les parents se sont divisés, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont dû se dire on va demander comment ça se passe. Mais moi, je pense aux enseignants et aux enfants aussi dans cette situation. C'est inadmissible. Et puis, il faut imaginer aussi l'image que ça donne. Effectivement aux enfants, mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'écart entre le terrain et les grands discours des politiques. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, tous les jours, il nous explique qu'il est en guerre contre le narcotrafic. Il vous explique tous les jours que fumer un joint, c'est participer à un grand système qui a le goût du sang. Vous savez, cette phrase qu'il répète régulièrement. Et vous avez ces grands discours d'un homme qui dit qu'il est prêt à tout pour lutter contre ce fléau de la drogue. Et puis vous avez des prisons également. Exactement. Et puis vous avez en face des réalités de terrain beaucoup plus concrètes, avec effectivement des
enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qui sont obligés de se noyer dans ce trafic insupportable. Et voilà, c'est encore, vous savez, on reproche beaucoup à Bruno Retailleau d'avoir des grands discours qui ne mènent pas à grand chose. En l'occurrence, là, c'est un exemple assez flagrant de ce grand discours politique qui, sur le terrain, très concrètement, c'est cette montagne qui accouche d'une souris. Comment un maire peut lutter contre un point de deal ? Le maire, il n'a pas de pouvoir de police et on va y revenir dans un instant. Il n'a pas de pouvoir d'investigation. Ouais. Le trafic de drogue, c'est une filière. La drogue, elle vient de quelque part. En général, ça arrive par un port. Donc déjà, les frontières, le contrôle des frontières, c'est pas les mairies. Pardon de le dire comme ça. Et nous, dans les communes, on peut pas mettre des checkpoints à l'entrée de la ville, quoi. Donc, non, mais après, notre sujet, c'est qu'il y a aussi, c'est un point de deal, c'est qu'il y a aussi des clients. Hein. Oui, et en plus, des clients, y compris des clients qui sont habitants de la commune. Donc, il y a des gens qui sont consommateurs sur place. Absolument. Il y a des gens qui viennent chercher mais il y a aussi des gens sur place. Donc, les points de deal, c'est un peu du business. Ils se mettent là où il y a des clients et là où c'est facile d'accès, quoi. Après, juste simplement, et pourtant, je respecte au plus profond les maires de toute ma vie. C'est, je pense, le mandat le plus compliqué et le plus réel qu'on peut côtoyer. Mais il y a aussi un point, c'est le soutien aux associations. Et souvent, il dépend des maires. Et quelquefois, on voit, alors là, c'est pas le cas à Saint-Ouen parce que je me suis renseigné, on voit que les associations peuvent être soutenues et participer d'une certaine manière indirectement à pouvoir donner des moyens à installer des points de deal, pas directement, mais en tout cas les installations pour le faire. Donc les maires peuvent participer aussi au développement, malheureusement quelquefois, pour s'acheter la paix sociale de ce genre de points de deal. Mais juste, je reviens sur une chose. Non, mais pas toujours, mais ça peut arriver dans certains quartiers, Alexis. Et par exemple, ça nous intéresse. Vraiment dans les quartiers de Marseille, on sait quelquefois c'est arrivé. Ouais. Voilà. Et c'est pas le cas du tout en Île-de-France, en tout cas, de ce que je sais, mais dans les quartiers de Marseille, c'est arrivé. Et juste simplement pour dire sur le fait que le maire peut participer ou ne pas demander l'avis des parents. Bien évidemment qu'il faut demander l'avis des parents, mais là c'est une question de santé publique. Enfin, c'est quand même très très grave. Je veux dire, on sait, c'est documenté comme quoi des enfants ont ramassé des sachets de drogue dans la cour de récréation. Pourquoi on attend 10 jours pour convoquer les parents et leur demander... Mais moi c'est presque pas ça le sujet. C'est comment se fait-il que au nom de l'égalité républicaine en termes de sécurité, il n'y a pas depuis 10 jours des forces de CRS qui encadrent l'école, qui protègent l'école. C'est des enfants qu'on dépose. Ils ont entre 3 et 6 ans, hein, donc c'est quand même, pas rien. Alors c'est pas la solution magique, mais je me dis, mais où est la République, à interpeller, en l'occurrence, c'est pas le maire, c'est le préfet. Celui qui a autorité sur les forces de police dans ma commune, comme dans toutes les communes. Écoles primaires, il y a un préfet dans chaque département. C'est lui qui a autorité sur les commissaires de police et sur les forces de police. Quand il y a un problème comme un problème grave comme du trafic de drogue aux abords des écoles, que fait parce que oui, il y a le ministre Retailleau. Enfin, je veux dire, on va pas remonter sur ce genre de choses. Pardon, on peut dire à chaque fois qu'il y a un problème de trafic de drogue, il faut que le ministre de l'Intérieur décide si on y va. Il y a des échelons de proximité. Il y a des échelons de proximité. L'échelon de proximité, moi je sais pas qui est préfet dans ce département en ce moment. Enfin, moi, si j'étais le maire déjà de la commune, je m'adresserais au préfet. Si j'étais les enseignants, je m'adresserais au préfet pour dire mais qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème de sécurité et d'ordre public. Allez, on va s'arrêter, Alexis, sur ce sujet-là. On y reviendra parce que notre journaliste est parti sur place et on suivra ça tout au long de la semaine. On attend toujours donc le jugement définitif dans le procès de Marine Le Pen du Rassemblement National et des assistants parlementaires. Et je vous rappelle l'information qui nous est parvenue pour l'instant. Donc Marine Le Pen et 8 eurodéputés sont donc bien reconnus coupables de détournement de fonds publics à hauteur de 2,9 millions d'euros. L'instruction parlait de 4 millions et quelques, donc on est un petit peu en dessous. On ne connaît pas encore les peines qui seront prononcées. Ça devrait arriver tout au long de cette matinée et on se retrouve dans un instant avec vous, Alexis. Vous avez un coup de gueule contre un courrier envoyé à nos entreprises françaises par l'ambassade américaine. Ça vaut le détour. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. De Gilles Gansman, journaliste média Sud Radio, Alex Darmon, journaliste politique sur la chaîne YouTube, votre chaîne Les Indécis, et dans les débats du vendredi matin avec Patrick Roger dans La Vérité en face sur Sud Radio, Noémie Alioua, journaliste essayiste et auteur de La Terreur jusque sous nos draps, et Alexis Bachelet, adjoint maire à la mairie de Colombes. Donc dans un instant, on va revenir donc sur le jugement dans le procès
des assistants parlementaires. Donc Marine Le Pen reconnue coupable de détournement de fonds publics ainsi que 8 autres eurodéputés. On ne connaît pas pour l'instant les peines qui sont prononcées par le tribunal. C'est très long. C'est annoncé au compte-gouttes, j'allais dire, avec la présidente du tribunal qui donne le détail de ce qui est reproché avant de donner les peines précises pour les uns et pour les autres. Les coups de cœur et les coups de gueule. Alexis, vous aviez la parole. On le disait avant la pause. Coup de gueule contre cette lettre absolument incroyable que l'ambassade des États-Unis a envoyée à nos entreprises françaises. On a découvert ça ce week-end. Oui, donc il y a des entreprises françaises qui... des grands groupes. Sans doute travaillent avec les États-Unis, avec l'État fédéral en particulier. Ils ont des contrats sur divers sujets, et donc qui ont reçu un courrier leur expliquant que suite au décret signé par le président Trump sur l'abrogation des mesures en faveur de la discrimination positive, diversité, parité, égalité homme-femme et aussi personnes handicapées, ils étaient tenus, si vous voulez continuer en gros à avoir des contrats avec les États-Unis, de suivre la directive du président Trump. Et donc s'ils avaient des politiques en faveur de l'égalité homme-femme, toutes des formes de discrimination positive, ça peut concerner aussi des personnes, je pense, porteuses de handicap par exemple, il fallait qu'ils y mettent fin. Voilà. Donc évidemment... Pour travailler avec les États-Unis. Pour travailler, voilà. Pour continuer, en gros, je crois que c'était quelque chose qui était un peu menaçant. Et en gros, c'était soit vous le faites, soit vous allez dans cette direction-là, soit en gros vous travaillerez plus avec nous, quoi. Mais ça marche à l'inverse. Quand on dit il faut avoir une personne de couleur ou handicapée ou autre pour que vous puissiez faire tel business, ça existe aussi en France, oui. En particulier dans le service public télé, où aujourd'hui on demande que dans des scénarios de films, de séries, on mette en avant la diversité, on mette en avant telle ou telle chose, ou sinon la boîte de production n'a pas le contrat, ou sinon le téléfilm ne se fait pas. Je parle de mon domaine puisque je suis journaliste média, donc en ce qui concerne le vin et les ventes en détail, donc ça marche aussi dans l'autre sens. C'est bien vu, Gilles. C'est vrai que c'est bien vu, mais c'est pas réglementé en tant que tel. Ah bah si, c'est dans le cahier des charges. En tout cas, ça marche pas. Regardez Blanche-Neige. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait une discrimination vis-à-vis des nains, donc ils n'ont pas mis des nains. Ils avaient peur qu'ils soient discriminés, donc ils ont mis des nains en intelligence artificielle. D'ailleurs, les associations de nains ont dit on regrette qu'on nous ait retiré ces rôles-là, ces personnes de petite taille. Et ensuite, le film ne marche pas du tout. Il y a ce slogan aux États-Unis qui veut dire Go broke. C'est aussi un slogan qu'on retrouve aux États-Unis parce qu'on se rend compte que toutes les grandes entreprises américaines qui ont suivi le wokisme, disons un mot un peu globalisant, ça ne leur a pas forcément réussi financièrement. Je comprends ce que vous dites. Si, je comprends très bien ce que vous dites. C'est pas de l'ingérence. C'est une législation américaine qu'on veut nous imposer en France. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est si tu veux travailler avec moi, tu respectes les règles que je veux mettre dans mon pays. Je joue à l'avocat du diable. Donc globalement, je suis d'accord avec vous dans la vie réelle. Je fais un débat illustré par l'absurde. Voilà, exactement. Des deux côtés, il y avait. La question c'est est-ce que moi, américain, j'accepte des entreprises qui n'ont pas le bon comportement? Et je serais même cynique quand nous on dit à des pays chinois, on ne veut pas tel travail ou tel objet quand c'est des enfants ou quand c'est autre. Donc c'est pas très nouveau comme démarche. Au-delà, là, pardon. Je joue l'avocat du diable. On va rentrer dans une espèce de débat idéologique. Woke, anti-woke, c'est pas le sujet. Il y a des choses qui s'appellent la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est des choses sur lesquelles l'Europe est en pointe. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est vis-à-vis de pays qui sont des clients de nos entreprises, le Bangladesh, par exemple, d'essayer de faire en sorte que, on produise pas pour nos consommateurs européens dans des conditions qui poserait des problèmes éthiques et environnementaux. Moi, je pense que ça va plutôt dans la bonne direction. Je suis d'accord. Là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit, non mais, toutes vos histoires, là, parce que par exemple, ça concerne du coup l'égalité salariale. C'est ce que j'allais vous dire. Qui est quand même un combat sur lequel, je pense, on pourrait se dire, spontanément, on est à peu près tous d'accord. Voilà, non. En fait, Donald Trump, il est contre ça, il dit c'est le mérite. Donc voilà, si les hommes blancs gagnent plus que les femmes, c'est comme ça. C'est qu'elles le méritent. C'est pas, non mais c'est que eux ils le méritent et que les femmes soient discriminées, elles le méritent aussi. Ça s'appelle un rapport de force.
c'est masculinisme, tout ce que tu veux, la société patriarcale. Enfin, c'est juste un retour de 50, 70 ans en arrière par rapport à des combats que nous, on porte en Europe et qui sont pas des combats idéologiques ou wokistes, qui sont juste des combats de société, quoi, voilà, d'égalité dans la société. Oui, et puis je trouve que c'est une forme c'est une vision quand même rétrograde de la société et c'est une espèce de contre-révolution réactionnaire, quoi, voilà. Sachant que l'Italie et l'Espagne a reçu le même courrier. Les Espagnols qui sont aussi très en pointe de ces combats sur la condition féminine. Ils doivent être un peu énervés aussi, comme certains. Alors, tout le monde n'est peut-être pas énervé, il y a peut-être des gens qui trouvent ça normal. Mais... Est-ce que c'est pas plus aussi le fait que finalement aujourd'hui, tous les matins, on s'aperçoit que l'administration Trump distribue les bons et les mauvais points à qui veut l'entendre, et qu'à un moment donné, c'est pour tout le monde. Parce que il y a des menaces qui sont faites. Moi, j'entendais aussi, puisqu'on parle de l'administration Trump, tout d'un coup, Trump, il est énervé contre Poutine, qui fait pas ce qu'il. Et dans le même temps, énervé contre Zelensky aussi, parce qu'il remet en cause l'accord sur les minerais. Vendre son pays pour une poignée de films. Non, mais là, on est encore dans une période, à mon avis, de test. Il devait régler la guerre partout dans le monde en 8 jours. Hein. Non, mais c'est sûr. Et 24 heures pour la guerre en Ukraine. Ah oui, 24 heures. Et 3 jours pour la guerre à Gaza. En Israël, entre Israël et Gaza. Mais après, il est encore dans une période de test où il essaye de jauger, à mon avis, où il essaie de jauger jusqu'où il peut aller. Mais il est en train de se rendre compte aussi d'une certaine manière, alors qu'il a déjà été présenté aux États-Unis, que c'est peut-être plus compliqué que ce qu'il pensait. Et sur cette question ce qui est intéressant dans ce que disait Alexis, bon, tout est intéressant, mais ce que je retiens, c'est le fait que on peut avoir des combats ou ce que vous voulez, mais le wokisme, faut pas le généraliser, c'est pas surtout le wokisme. Sur l'égalité femmes-hommes, c'est pas forcément du wokisme, l'égalité femmes-hommes, ça semble quelque chose de logique, en fait, de vouloir se battre. Je rappelle juste un 20% d'écart à un poste égal et fonction égale. Pour moi, c'est pas 20%. Du wokisme. Moi, je suis pas forcément, enfin, je vais même vous faire une révélation, je suis pas du tout pour le wokisme. En revanche, je suis pour l'égalité femmes-hommes. C'est pas vraiment une révélation. Non, voilà, ce que je vous dire, c'est pas une révélation. Quand vous écoute le vendredi, c'est pas la news du jour. Bon, en tout cas, moi, je suis pour l'égalité femmes-hommes, mais vraiment à égalité complète. Ça veut pas dire que pour autant, je suis pour faire en sorte que le wokisme s'opère tous les jours dans notre pays. Bon, l'administration Trump nous offre un sujet quasiment sur la table tous les matins, donc on va y revenir évidemment demain avec nos débatteurs, mais pour l'instant, on va revenir rapidement. Est-ce que donc peine pour l'instant pas connue au procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, mais ce que l'on sait en revanche, c'est que Marine Le Pen et 8 eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Rapidement, est-ce que autour de la table, Alex Darmon, vous pensez qu'il va y avoir une condamnation lourde au bout du bout dans ce procès? Quand on dit lourde, ça veut dire exécution provisoire de la peine, et donc elle puisse pas se présenter en 2027. Moi, je crois pas. Mais bon, après, c'est facile de dire ça 1h30 avant, on va me le ressortir, mais je pense pas qu'il y aura d'exécution provisoire. En sachant qu'il peut y avoir aussi une peine prononcée d'inéligibilité d'une durée telle qu'elle prendrait fin juste avant l'élection présidentielle aussi. Donc, si elle n'est pas coupable, avant l'élection présidentielle. Oui, mais elle pourrait prendre à la fin, si en appel, elle n'est pas condamnée. C'est intéressant, Christine, vous pouvez nous rappeler la phrase qui a été dite? Les juges prononcent une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. S'ils la prononcent, la peine prendra un effet immédiatement, même si elle fait appel. Toutefois, les juges peuvent aussi prononcer une peine d'une durée telle qu'elle prendrait fin avant l'élection présidentielle. On peut être condamné à 1 an ou 1 an et demi. Donc le suspense est à son comble autour de cette décision qui doit être rendue d'ici une petite heure maintenant. On vous tient au courant, évidemment, on en parle avec vous aussi. On va voir si c'est un tournant et quelle attitude derrière aussi, puisqu'on sent qu'il va y avoir une condamnation. Appel, pas appel. Quelle attitude pour le Rassemblement national? Faut-il qu'il se présente, comme il le fait déjà, avec des éléments de langage, comme victime du système judiciaire? On va voir ça dans un instant avec vous ministre de Jordan Bardella. Et peut-être aussi. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors on finit le mois de mars très en forme en compagnie d'Alexis Bachelet, Noémie Alia, Alex Darmon, Gilles Gansman. Alors on en vient au tribunal qui doit donc donner dans un instant le sort qui sera réservé à Marine Le Pen, le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire des assistants parlementaires. Alors on le rappelle, Marine Le Pen a été déclarée coupable de détournement de fonds publics ainsi que 8 eurodéputés pour un montant
estime le tribunal, de 2,9 millions d'euros, et les peines seront connues un tout petit peu plus tard. On discutait sur la suite éventuelle. Noémie, c'est vertigineux finalement cette décision, parce que il va falloir peser ensuite le pour, le contre d'un appel, les décisions et ce qui va se passer derrière, et les éléments de langage qui ont été préparés. Est-ce qu'en fonction de la décision, on va pouvoir taper sur la justice, voilà, donc il y a plusieurs options qui s'ouvrent en termes de communication, aussi pour le Rassemblement national. Tout à fait, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments techniques au fond, mais la question principale qui se pose, c'est: est-ce que Marine Le Pen va pouvoir se présenter ou non à l'élection présidentielle? Donc là, on peut rentrer dans... Il y a 1000 points de vue juridiques qui vont dans un sens ou dans un autre, mais au fond, c'est est-ce qu'elle va pouvoir se présenter? Et si elle ne pouvait pas se présenter, évidemment que ce serait un scandale démocratique. Ce serait insupportable. Vous avez vu le sondage qui est paru hier dans le JDD, sondage IFOP, qui montre qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est créditée à 37% des intentions de vote au premier tour des élections présidentielles, selon le sondage IFOP JDD. Donc aujourd'hui, c'est celle qui est la mieux présentée pour être peut-être demain la présidente de la République. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire que des juges seraient en capacité, si jamais ils décidaient de la condamner, si jamais ça rentrait dans tous ces processus juridiques, qui feraient qu'elle ne pourrait pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Scandale démocratique, Alex Darmon, d'accord ou pas d'accord? Des millions de Français seraient privés de leur vote. Quand vous enfreignez la loi, alors on enfreint la loi, et après c'est un scandale démocratique. On ne peut pas priver des millions de Français. Alors attendez. Ce qu'elle propose, c'est de revenir à la justice de l'Ancien Régime, qui était décrit par Jean de La Fontaine: selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'était pour critiquer la justice sous l'Ancien Régime, où effectivement les aristocrates étaient quasiment dans l'impunité, les gens de bien, de pouvoir, et le peuple, lui, il subissait les foudres de la justice. Non, c'est pas tous les gens de pouvoir, c'est souvent des gens de droite, voire très à droite. On se bat depuis des siècles pour que la justice soit indépendante. Mais elle n'est pas indépendante, elle est idéologisée jusqu'à la moelle. C'est un autre débat. Moi, je suis pas sûr qu'elle soit indépendante. Elle n'est pas indépendante. Rien n'est totalement Marine Le Pen est une figure détestée, c'est une figure haïe, et sans doute que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas les juges qui ont fait c'est pas les juges qui ont fait des emplois fictifs. Non, mais c'est les juges qui décident de la rendre inéligible, alors même qu'elle représente la voix de millions de Français. Alex Darmon, le problème, c'est qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire... Et on va écouter elle est reconnue coupable. Voilà. Pour l'instant, le tribunal dit qu'il y a eu des détournements de fonds publics. Du juge, tout le monde est d'accord depuis plusieurs jours, plusieurs semaines pour dire qu'a priori elle est coupable. Il y a une infraction. C'est pas a priori, c'est la justice. On va pas dire quand vous grillez un feu rouge, non, j'ai pas grillé un feu rouge. Elle est reconnue coupable. Ça a été amené pendant le procès et ça a été expliqué. Donc elle est coupable. Le problème, c'est pas tant sur le fait qu'elle soit coupable, c'est la décision et les sanctions qui vont lui être posées. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quelques mois, vous avez une décision qui concerne l'actuel Premier ministre François Bayrou dans le même style de procès. Le même style de procès, les mêmes faits reprochés, où par contre les condamnations et les sanctions proposées n'étaient pas les mêmes. Donc le problème, il est là. Alors, c'est que moi je mettrai un petit bémol sur ce que vous dites. Pour ceux qui ont suivi les deux procès, ils disent que c'est pas tout à fait la même affaire, que c'est pas tout à fait... Pourquoi c'est pas la même affaire? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas la même affaire sur François Bayrou parce qu'il n'était pas député européen. Mais ce qui lui était reproché, c'était exactement la même chose en tant que chef de parti. Donc effectivement, si vous voulez mettre un bémol, il n'y a aucun problème en disant il n'avait pas de mandat de député européen. Donc ce que vous dites, c'est en gros que la justice est acharnée sur exprès Marine Le Pen. Je suis personne pour dire que la justice s'est acharnée. En tout cas, on est obligé de constater, et même par la phrase qui a été prononcée, rappelez-vous que ça lui ferait mal par la procureure à l'époque, ça lui ferait mal de demander une relaxe parce que si ça n'avait pas été Marine Le Pen, on est obligé de constater qu'il y a une certaine forme de politisation de la justice. Mais je vais vous dire autre chose, parce que Noémie très justement parlait du sondage d'hier. Alors, on pourrait revenir en long, en large, en travers sur son sondage dans le JDD, où elle est estimée à 37%, et dans le même temps d'ailleurs, et c'est aussi politique, au premier tour, mais c'est aussi politique, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été aussi haut dans un sondage au premier tour d'une élection présidentielle. Bon, mais justement, pourquoi je vous parle de Jean-Luc Mélenchon? C'est parce que dans quelques semaines et dans quelques mois, il lui est reproché exactement la même chose à Jean-Luc Mélenchon, sauf qu'il n'était pas député européen. Il était chef de parti. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de sanctions provisoires, d'exécution provisoire, et qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là? Qu'il n'y a pas eu acharnement. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est très 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 compliqué. Qu'elle soit coupable n'est pas un débat. Si demain, effectivement,
demain, tout à l'heure, dans 1 heure, on dit qu'elle est coupable et que sa sanction, donc elle est coupable, mais que sa sanction, c'est de ne pas pouvoir se présenter en 2027, là, il y aura, à mon avis, un problème démocratique. Voilà, alors, je rajoute, puisqu'il y a des choses qui sortent de la salle, qui tombent. Dites-nous, Madame AFP. Non, Madame AFP, donc il y a aussi 9 eurodéputés et 12 assistants qui sont donc reconnus également coupables de contrats fictifs, dit le tribunal, car il estime qu'il y a bien eu l'existence d'un système au sein du parti. Il a été établi, dit la présidente, que toutes ces personnes travaillaient en réalité pour le parti, que leurs députés ne leur avaient confié aucune tâche, qu'ils passaient d'un député à l'autre, a-t-elle détaillé. Il ne s'agissait pas de mutualiser le travail des assistants, mais plutôt de mutualiser les enveloppes des députés, explique le tribunal, et que les choses soient bien claires. Et ça, c'est une précision importante. Personne n'est jugé pour avoir fait de la politique, c'est pas le sujet. La question, dit la présidente, c'est de savoir si les contrats ont reçu une exécution ou pas. Ça, c'est du droit, et absolument que du droit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Alexis ? Enfin, moi, j'étais parlementaire. Donc, quand j'ai recruté des assistants parlementaires, ils faisaient exclusivement un travail parlementaire et ils avaient un contrat pour ça, et dans leur contrat ils étaient... Vous leur avez jamais dit j'ai une réunion au PS, faut juste que tu me sortes le dossier sur telle chose parce que j'en ai besoin. Là on parle de faits qui se déroulent sur 12 ans, hein, Gilles. Oui, bien sûr. 12 années. Ça vous est jamais arrivé? Ça peut arriver. Vous avez quelqu'un. Non, mais vous comprenez, vous avez. Et puis là, c'est un peu comme s'il y avait eu un système au niveau du groupe parlementaire où on m'avait dit voilà, faut que tu recrutes machin. Et c'est mais l'Europe qui va payer. Tu le verras jamais. Oui. Il va être ailleurs et surtout ne lui demande rien parce que c'est pas le sujet. Enfin, faut quand même savoir de quoi on parle, quoi. Là, on parle de quelque chose qui fait système et la justice a bien enquêté. Ils ont été chercher des preuves. Ils ont cherché des preuves que les assistants avaient travaillé pour les députés. Je pense qu'ils en ont pas trouvé, etc. Enfin, ça rappelle un petit peu aussi l'affaire de Pénélope Fillon. Pardon, mais je veux dire, on fait comme si on découvrait que la justice pouvait condamner et lourdement des hommes ou des femmes politiques pour avoir fait travailler des gens dans une forme d'emploi fictif. Bon, bah non, c'est pas nouveau. En plus, honnêtement, Marine Le Pen, elle a fait, ça ressort là sur les réseaux sociaux, tout son début de carrière sur main propre tête haute. Oui. Nous, on est le seul parti qui a jamais été condamné. Votez pour nous parce que vous allez voir, on est mieux que les autres, on est plus honnête, etc. Et là, ils ont des députés, ils ont des élus, et au lieu d'être dans l'exemplarité, bim, ils mettent tout de suite en place un système. Enfin, pardon, à un moment donné, faut quand même regarder les choses avec le prisme des faits. Moi, je veux bien qu'on soit dans la théorie un peu de la justice qui n'est pas indépendante, qui veut faire des règlements de compte politiques. Ok, je dis pas que ça n'existe pas, mais là, en l'occurrence, il me semble quand même qu'il y a suffisamment de faits étayés qui montrent qu'il y avait un système qui en fait est du détournement de fonds publics et du détournement de fonds publics. Mais d'accord, mais je suis désolé, quand on est député, on a aussi une responsabilité de respecter la loi. Même si on est chef de parti et même si on est candidat à l'élection présidentielle. Alexis, sur le fond, tu as raison. Oui. Ils sont coupables. Mais et donc il y a des peines. Non mais bien évidemment. Ils sont coupables, ils vont être condamnés. Non mais d'accord, on parle pas dire ils sont coupables, mais on leur met aucune peine. Mais ils vont être condamnés. Mais on parle de politisation de la justice. Tu parles de l'affaire Fillon. On pourrait y revenir sur l'affaire Fillon. Enfin, franchement, c'est quand même incroyable qu'en l'espace de 2 mois, François Fillon, il a été jugé. En l'espace de 2 mois, qu'il y a eu une mise en examen. L'affaire, je vous rappelle, elle sort en janvier 2017. L'affaire. En mars 2017, il est mis en examen. C'est quand même hallucinant. Oui, mais, donc, quand on pose sur la question des assistants, mais c'est pas la durée d'enquête. Non, mais d'enquête, c'est ce que je veux vous dire. Mais les mises en examen, Alex, quand tu regardes certaines affaires, s'il y a des preuves. Non, en 2 mois, ça n'est jamais arrivé. Mais trouve-moi une autre affaire politique où en 2 mois, tu vois un homme politique qui est mis en examen. Ça n'est jamais arrivé. Une enquête aussi rapide pour une mise en examen, ça n'est jamais arrivé. Donc moi, sur le fond, je dis pas, je remets pas en cause du tout la question de la culpabilité de Marine Le Pen et des 8 autres accusés. Oui, c'est étayé, c'est montré, c'est prouvé. Moi, ce que je remets en cause, et là où on se pose des questions ce matin, c'est de se dire, est-ce que les condamnations ou les accusations ou les sanctions qui vont être prononcées vont être justes? C'est juste ça qu'on dit. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de se poser la question, de se dire qu'on peut avoir des doutes. Voilà. Alors, c'est quoi la solution pour que nos magistrats et notre justice soient totalement indépendantes et pas politisées? Moi, ce que je propose, qu'ils soient élus, je sais pas. Moi, je suis pour la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Mais il y a un moment donné, c'est trop facile de demander aux hommes et aux femmes politiques de rendre des comptes tout le temps et de ne jamais demander à l'institution judiciaire de rendre des comptes.
C'est pas normal non plus. Il faut essayer de trouver un moyen que cette institution judiciaire puisse rendre des comptes. Pour le moment, on n'y arrive pas, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un semblant de doute, et ça devrait pas être normal dans notre pays, un semblant de doute, et je dis pas que c'est le cas, j'en sais rien. Juste, j'émets une hypothèse et je me pose des questions. On se dit que la justice, on voit les murs des cons à chaque fois dans ces institutions judiciaires. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de sanctions, que les magistrats ne soient jamais sanctionnés, que ça soit des magistrats qui jugent d'autres magistrats. Il faut qu'on puisse se poser des questions autour de ça sans être accusé de complotisme. Qui juge les juges ? Qui juge les juges ? Personne, oui, c'est mais le problème. ça, c'est une question qui est vieille comme la démocratie. Oui, mais simplement, dans les fondements de la démocratie, il y a aussi Montesquieu, qui est français, et qui, pour qui on n'est pas en démocratie s'il n'y a pas séparation entre le judiciaire et le politique. Et là, ce qu'on nous explique, c'est que finalement, c'est un peu embêtant qu'il y ait cette séparation parce qu'on devrait prendre en compte des situations particulières. Le judiciaire est complètement contaminé par le politique. Alex Darmon a rappelé l'histoire du mur des cons, du syndicat de la magistrature. C'était il y a 20 ans, on ne va pas nous sortir ça. C'est très important parce que ça montre à quel point la justice est politisée. Le syndicat de la magistrature, j'entends ce que vous dites, mais là, les juges du tribunal à Paris, là, ils s'appuient sur une loi. Mais c'est pour ça que des lois qui sont débattues à l'Assemblée nationale. Donc ils ont un volant de critères, etc., pour juger monsieur tout le monde, qui peut aussi être un élu de la République. Et qui peut aussi être candidat à l'élection présidentielle. Il y a une question de proportionnalité, c'est-à-dire que jusqu'où va aller cette condamnation. C'est ça la question. Je rejoins Alex là-dessus, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire que cette condamnation est inepte, cette condamnation est prouvée par les faits, il y a des preuves. Mais rendre inéligible la personne qui est aujourd'hui la mieux à même de gagner la prochaine élection présidentielle, que des juges puissent prendre cette décision. Est-ce que c'est elle, parce qu'elle a été 3 fois candidate? Il y en a qui disent à droite. Il y en a qui disent à droite que c'est justement, elle n'arrivera jamais à gagner parce qu'elle porte le nom Le Pen. Est-ce que tout le monde ça c'est de la niche politique. Est-ce que tout le monde serait si triste que ça qu'elle soit inéligible? Mais c'est en train de changer. Vous voyez bien que le RN aujourd'hui, je parle des gens qui votent pour elle. Exactement. Le nombre de gens qui votent aujourd'hui pour le RN ne votaient pas pour le FN il y a 10 ans. Il y a une bascule parce qu'aussi la gauche a changé. Tout l'espace politique et justement, la question elle est là. Est-ce qu'on vote pour le RN ou est-ce qu'on vote pour Marine Le Pen? Si on vote pour le RN et qu'on a des convictions sur le Rassemblement national et qu'on pense que le programme du Rassemblement national peut changer la France, peut changer ce pays et qu'il y a un vrai intérêt à voter Rassemblement national, on s'en fiche un peu de qui va porter ce projet-là. C'est une incarnation en politique. Et c'est vrai que s'il y a un point bémol, c'est qu'elle n'a pas créé de successeur. Soit vous dites le Rassemblement national et le plan B. Oui, c'est ça. Alors, vous avez vu que hier, Marine Le Pen, dans ses discours, elle sous-entendait que Jordan Bardella serait un bon président de la République. Attendez pas tous en même temps, parce qu'on n'entend pas Noémie. Non, vous avez raison, vous vous posez la question du plan B. C'est une vraie question, parce qu'elle laisse entendre dans ses discours que son successeur naturel serait Jordan Bardella, mais Jordan Bardella est très jeune en politique. Est-ce que les Français et les millions de Français qui font confiance à Marine Le Pen vont faire confiance demain à Jordan Bardella s'il était amené à lui succéder? C'est pas tout à fait certain. Et ça, c'est vrai que ça fait partie aussi des gens. Je rappelle également qu'il y a 24 autres personnes qui sont jugées dans ce procès. Trump avec son... Gilles, je rappelle juste qu'il y a 24 autres personnes, donc il n'y a pas que Marine Le Pen qui est jugée, il y a quand même 24 autres personnes, et des figures emblématiques du parti, dont Louis Alliot, actuel maire de Perpignan, Julien Audoul, député, un des ceux qui est le plus connu aujourd'hui, donc qui sont aussi dans le viseur, donc c'est effectivement pour le Rassemblement national. Ça ne les empêche pas d'être ministre. Non, puisque effectivement, dans les nominations, ils peuvent. Ça ne les empêche pas d'être ministre. Donc, oui, mais ça fait globalement, ça n'empêche pas le Rassemblement national. Si on regarde tous les politiques condamnés, on n'a pas fini. Mais ça n'empêche pas le Rassemblement national de présenter son programme et d'avoir peut-être un duo Marine Le Pen, Jordan Bardella. C'est peut-être ça, le plan B comme Bardella, comme vous disiez. On s'arrête un court instant si vous le voulez bien parce qu'il faut qu'on marque une pause et on va continuer avec vous. Alors évidemment c'est le sujet et qui va un peu écraser tous les autres sujets d'actualité, mais c'est un tournant de la vie politique française qui se joue aujourd'hui et ce matin au tribunal à Paris, et donc on y revient dans un instant avec vous quatre. À tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde. Midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on va savoir dans quelques instants quelle sera la peine prononcée au procès des assistants parlementaires du Front National. On rappelle que Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics ainsi que 8 autres eurodéputés parlementaires, et les peines vont commencer à être détaillées par la présidente du tribunal. Alors il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais que Marine Le Pen, c'est ce que dit la présidente du tribunal, est au cœur de ce système depuis 2009, et le montant total du préjudice est lui, alors il y a effectivement entre différents confrères un chiffre qui diffère, mais là on parle de 4 millions 100 000 euros de préjudice de fonds publics détournés au profit donc du parti politique. Et les 12 assistants ont été reconnus de recel. De recel, et qu'on parle bien d'emplois fictifs, des contrats fictifs, donc ça veut bien dire aussi qu'il y avait tout un ciel. C'est ce que lit la justice aux yeux donc de ce dossier. Alex Darmon, on parlait du réquisitoire qui était très lourd, donc on saura si le tribunal suit ces réquisitions. Le réquisitoire du parquet national financier qui a été créé par les politiques après le séisme de l'affaire Cahuzac, où ça ne pouvait pas, aux yeux de l'opinion, rester comme ça lettre morte. T'étais député, Alexis, à l'époque. Alexis. À l'époque de la création du fameux PNF, ce qu'on appelle le PNF. Mais moi en fait... Parce que c'était l'époque du tous pourri, hein, on disait... Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc à partir de là, ils ont voulu rendre plus blanc que blanc les hommes et les femmes parce politiques. Que la présidente dit que des peines d'inéligibilité vont être nécessaires, dit la présidente. Alors elle égrène comme ça, c'est un vrai teaser. Elle égrène au fur et à mesure les décisions qui sont annoncées. Voilà, allez-y. Franchement, si elle prononce ces mots-là, bon. Si elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Qu'elles vont être prononcées. Cette impression, après, on sait jamais. Non, mais bon, voilà, effectivement, c'est ce PNF qui avait été créé à l'époque pour essayer comme la Cour de justice de la République, mais c'était encore plus vieux, la Cour de justice de la République, puisque je crois que c'est 2007 ou 2005, je sais plus, sur la Cour de justice de la République qui jugeait les ministres en exercice. Les fautes qui auraient pu être commises par des ministres en exercice. Non, mais après, sur le PNF en tant que tel, ce qu'on se disait, c'était pourquoi on juge les politiques, pourquoi on les juge vraiment à leur juste niveau, et on essaie de mettre en place un système qui fait en sorte que l'on puisse avoir des peines qui leur sont prononcées, et que la justice, on ne parle pas d'elle en tant que telle. Voilà. Donc c'était juste le propos qui était le mien hors antenne tout à l'heure. Mais après, il faudra voir, encore une fois, là on commente ce qui va se passer dans 5 minutes, parce que c'est un tournant de la vie politique française. C'est un tournant de la vie politique française, et parce que c'est Marine Le Pen, c'est si elle est sortie du jeu politique là maintenant aujourd'hui par cette décision, Noémie Alexis, c'est quand même un personnage de la vie politique française, qu'on aime ou pas. C'est une histoire qui est chevillée à la politique française. Et c'est un coup d'état des juges, parce qu'encore une fois, on privera des millions de personnes de leur vote. Marine Le Pen, aujourd'hui, quand vous regardez encore une fois le sondage qui est paru hier, sondage IFOP, le JDD, c'est celle qui est la mieux placée pour gagner la présidentielle demain. Si donc ce pas sont de condamnation parce que grâce à l'IFOP et à l'Ipsos... Non, pas du tout. Mais en fait, il faut comprendre... C'est les nouveaux avocats. Il faut juste comprendre, si vous voulez, que on est en train, si c'est le cas, si jamais cette inéligibilité est bien... tous les élus, dont Marine Le Pen, attendez-moi, sont condamnés à une peine d'inéligibilité, mais on ne connaît pas la durée. Voilà. Ils sont tous condamnés à des peines d'inéligibilité. Ça y est, donc, ça c'est fait. La question, c'est l'exécution provisoire ou pas. Les 12 assistants également jugés sont reconnus coupables de recel. Et le montant du préjudice total pour les comptes publics, les comptes européens, c'est 4 100 000 d'euros. 4 100 000 euros exactement. Donc ils sont déclarés inéligibles. Quelle est la durée? On ne sait pas. Et c'est toute la question. Parce qu'effectivement, la question, c'est de savoir, est-ce que cette inéligibilité va aller jusqu'à la prochaine présidentielle? Est-ce qu'il y aura... Exécution provisoire, pour moi, c'est la question principale. C'est ce qu'il y aura exécution provisoire. Parce qu'inéligibilité, on s'y attendait. À partir du moment où vous êtes condamné... Comment? Le mot est fort, coup d'état des juges. Si vous privez des millions de Français de leur candidat naturel... Il y a un autre candidat qui peut se présenter puisque c'est le parti. Oui, mais vous savez très bien que c'est Marine Le Pen qui incarne aujourd'hui complètement son parti. Et d'ailleurs, ça peut être reproché. Il y a un fonctionnement très pyramidal qui veut qu'au fond, il y a quelques têtes d'affiche qui sont un peu sorties ces dernières années. Mais au fond, c'est vraiment Marine Le Pen qui reste la patronne légitime. Noémie, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que si il n'y a pas exécution provisoire, c'est un coup d'état des juges?
Moi, je pense que c'est vraiment... Si elle est coupable, on dit tous qu'elle est coupable depuis tout à l'heure. Oui, et qu'elle est inéligible pour un an. Non. La question, c'est juste la présidentielle. Après, si elle est inéligible pendant un an et demi, mais qu'elle peut se présenter à la présidentielle, c'est tout à fait différent. Après, il y aura un appel. Et ça sera pas facile pour elle. Même s'il n'y a pas exécution provisoire, dans le cas d'une campagne électorale et d'une élection, ça sera compliqué parce que même pour son parti, elle aura un lourd boulet à porter parce que ça veut dire appel et ça veut dire procès fin 2026, réponse de début 2027. Faire une campagne électorale avec ça. En fait, faut pas regarder que la figure de Marine Le Pen. Il faut voir les millions de Français, encore une fois, qui vont être vraiment triturés par un sentiment d'injustice. D'injustice, pourquoi ? Mais oui, d'injustice, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on leur retire leur voix, on leur retire leur possibilité de s'exprimer dans l'urne. D'autant que c'est souvent il y a autant de millions de Français qui pourraient considérer qu'avec ce raisonnement-là, c'est le retour de l'impunité pour les hommes et les femmes politiques qui trichent, qui volent, qui sont condamnés pour avoir détourné de l'argent public. Non, c'est pas le retour de l'impunité. Si on prend le raisonnement jusqu'au bout, on dit oui, mais il y a des millions de Français qui vont se sentir privés du droit de choisir leur candidat à l'élection présidentielle. C'est déjà un électorat. Et les millions de Français, les millions de Français qui sont attachés à l'état de droit et à un fonctionnement régulier de la justice et qui pensent qu'on est tous, nous citoyens français, des justiciables comme les autres. Vous êtes en train de dire Marine Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres. Il y a une proportionnalité. Parce qu'elle est dans les sondages, parce qu'elle est peut-être candidate à l'élection présidentielle. Il y a une proportionnalité dans les condamnations. Vous savez très bien. Il y a une individuation de la peine. Pour l'instant, on ne la connaît pas. Je vais juste redonner parce qu'il nous reste moins d'une minute pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Donc Marine Le Pen et les 8 eurodéputés sont donc reconnus coupables de détournement de fonds publics. La peine d'inéligibilité sera prononcée à l'encontre des élus, mais on n'en connaît pas ni la durée, ni s'il y a exécution provisoire qui a été requis par le parquet national financier lors de son réquisitoire. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et ce qui est dit dans le jugement qui est prononcé depuis 10h20 ce matin, c'est que Marine Le Pen, dit le tribunal, est au cœur de ce système d'emploi fictif à hauteur de 4 100 000 euros. Voilà pour les informations. On va détailler tout ça dans un instant, évidemment. Sur le plan, juste avec, puisque j'en profite, vous êtes là, Gilles, sur le plan médiatique également, on voit aussi à quel point cette affaire va écraser, on explique à nos auditeurs, téléspectateurs, va écraser politiquement et sur le plan de l'image, le temps médiatique de ces prochaines heures. Oui, et puis c'est dommage que France Télévisions soit en grève parce qu'il passe à côté d'une affaire importante. Non, mais ça va être intéressant au niveau des audiences. Vous allez voir que les audiences vont être impactées par cette grève parce que il y a une chaîne très importante dans ce genre d'affaires, c'est France Info. Et France Info n'est pas là. C'est pas grave, il y a Sud Radio, vous inquiétez pas. Voilà. On est là. Dans un instant, on va revenir évidemment sur ce délibéré qui est donné. Donc, je le rappelle, Marine Le Pen et 8 autres eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Il y aura une peine d'inéligibilité qui va être prononcée contre des élus, dont Marine Le Pen, dit la présidente, puisqu'elle estime, selon le tribunal, que Marine Le Pen est au cœur de ce système depuis 2009, avec autorité. Chaque mot va être pesé et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel prononcé. Et les 8 autres eurodéputés sont également reconnus coupables. On va y revenir avec l'équipe de Sud Radio. Merci à tous les 4. Alors évidemment, puis tout à l'heure avec les vraies voix tout au long de l'antenne sur Sud Radio. André Berkoff, évidemment. Exactement. Et puis moi, vous connaissez mon premier son du zapping demain matin. On y reviendra. Merci Noémie, merci Alexis, merci Alex et merci Gilles évidemment. Dans un instant, André Berkoff, on reviendra largement et on attend de savoir quelle est la peine finale qui est prononcée contre Marine Le Pen. On y revient avec toutes les équipes de Sud Radio juste après l'info de midi. C'est l'info de cette matinée. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.